Il y a une dizaine de jours, les championnats du monde 2023 de speedcubing se sont terminés. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, ils se sont déroulés en Corée du Sud, à Séoul. Et c'est une compétition qui a duré donc 4 jours. Une compétition à laquelle il y avait quelques Français, parmi les tout meilleurs Français qui pouvaient prétendre à des finales, voire même des podiums, on va voir si c'est arrivé ou pas. Donc il y avait quelques Français, donc ça va être intéressant à suivre. Et on va se poser la question qu'on se pose à chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Qui sont les champions du monde? Sachant que du coup il y a 17 titres de champion du monde à décerner, puisqu'il y a 17 disciplines, et sachant que les derniers titres de champion du monde ont été décernés en 2019 à Melbourne en Australie. Il n'y a pas eu de mondiaux depuis à cause du Covid. Donc là, ok, l'ambiance elle est incroyable, le niveau va être incroyable, ça on le sait tous. Là, je parle au passé, dans l'état dans lequel j'étais quand la compétition a commencé. Moi, j'avais prévu de passer une nuit blanche pour suivre toutes les finales. C'est ce que j'ai fait. Je me suis couché à 11h du matin quand j'ai regardé toutes les finales sur Twitch, sur la chaîne Twitch de la WCA, World Cube Association. Et donc, vous voyez ici, regardez un petit peu, je suis sur la page WCA Live de la compétition, où il y avait le planning. Et donc sur la WCA Live, pour ceux qui ne connaissent pas, les résultats sont entrés en direct. Juste après par exemple, premier tour de qualification, là j'ai sous les yeux, deuxième tour de qualification 3x3, dès que tout le monde a terminé, vous pouvez compter quelques minutes et tous les résultats sont en ligne sur la WCA Live. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est vraiment le site à connaître qui permet de suivre les compétitions. Donc ok, on va revenir un petit peu sur cet événement majeur, le plus gros événement de 2023, et en termes de niveau, on peut aussi dire facilement que c'est le plus gros événement de l'histoire du speedcubing. Vous allez voir que on a eu à la fois de très grosses surprises, des déceptions, en ce qui concerne les copains, les Français qui étaient là-bas, des déceptions, mais aussi quelques joies incroyables. Donc on va discuter de ça, on va revenir un petit peu là-dessus, event par event, discipline par discipline. Je vais commencer en bas, puis je vais remonter, tout simplement, pour parler du 3x3 à la fin. Et dès le multi-blind, il y a eu une des plus grosses surprises de la compétition. Regardez un petit peu, j'avais prévu le classement du multi-blind, le recordman du monde en titre, qui est le seul à avoir réussi 62 cubes en 1 heure, 62 sur 65 en 57 minutes. Enfin, vous voyez un petit peu le niveau qu'on a atteint là en multi-blind, c'est juste hallucinant, c'est aberrant. Graham Higgins a DNF sur le premier. Voilà, DNF. Et à cette compétition, les compétiteurs avaient 2 essais pour réaliser justement 2 résultats qui soient le meilleur possible, et c'est le meilleur des 2 qui va être pris en compte pour le classement. Sauf que pour pouvoir avoir le droit de faire le deuxième, il fallait faire au moins 14 points au premier. Et les points, c'est le nombre de cubes résolus moins le nombre de cubes ratés. Et donc voilà, par exemple, quelqu'un qui fait, 20 sur 40, et nombre de cubes résolus, ça fait 20, nombre de cubes ratés, 20, et du coup, ça fait un résultat de 0, c'est DNF. Donc c'est un petit exemple pour vous montrer ce à quoi ça peut correspondre. C'était inimaginable que Graham Higgins fasse moins que 14 points. Et il a fait DNF. Donc il n'a même pas le droit de faire le deuxième. Quand les compétiteurs les mieux classés ont vu ça, à mon avis, ils se sont dit, là, il y a de la place pour le titre de champion du monde. C'est vraiment aujourd'hui ou jamais, c'est juste hallucinant. La plus grosse surprise, pas la plus grosse, mais une des plus grosses surprises de la compétition. Et donc bravo à Christophe Bauber, qui gagne, qui termine champion du monde. Pour le reste, je m'y connais pas assez pour me prononcer. Pas vraiment de français, si on a Eddy de Turch ici qui fait 16 sur 20, Rodolphe à 14 sur 16, ok, je pense pas qu'il y en ait d'autres, parce que je crois qu'Arthur n'a pas participé, si je me trompe pas. On va toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on fait les Français. Hein. Alors pour moi, c'est des copains, généralement les Français qui sont là-bas, il y en a beaucoup que je supportais à distance, en croisant les doigts pour eux.
Et puis pour vous, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi intéressés par savoir un petit peu comment la France a été représentée pendant ces championnats du monde. On va toujours se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé pour les Français et surtout qui est le ou la Français ou Française qui a le mieux performé par rapport à ses attentes. Ok, on va voir ça. 5x5 blind, incroyable, un record du monde. Voilà. Non seulement Hilpong Yong Feng de Malaisie a survolé la compétition, mais en plus il a fait record du monde. Juste incroyable. Là, vous pouvez pas imaginer une domination plus ultime. Donc bravo à lui, qui est champion du monde. Au 4x4 blind par contre, c'est pas la même affaire. Hein. Là, Hilpong Yong Feng finit 5ème. Parce que le niveau est beaucoup trop haut, avec notamment Stanley Chappell, le meilleur au monde, sans aucune contestation possible. C'est juste hallucinant son niveau au 4x4 blind, qui fait 1-11, vous voyez un petit peu l'écart. Donc Stanley, largement premier, comme on pouvait s'y attendre. Autant au 5x5, on pouvait se poser la question, entre Stanley et lui, si on regarde le classement mondial de 5x5 blind, voilà, vous voyez un petit peu, il y a lui et Stanley qui sont premier, deuxième de très loin par rapport au troisième. Donc, on se demandait qui c'est qui finirait premier, qui c'est qui finirait deuxième. En l'occurrence, Stanley s'est raté, mais quand il se rate, ça fait quand même podium. Et on a eu un record du monde du Malaisien. Donc, ok. Par contre, au 4x4 blind, effectivement, là, Stanley a une marge beaucoup trop phénoménale. Hein. Si on regarde le classement mondial, regardez un petit peu. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, que dans les 51 secondes, 96, il y a le temps de mémoriser le cube, on met le bandeau, et le temps de résoudre le cube. Il y a tout. Voilà. Donc ici, une victoire écrasante de Stanley Chappell. Square One. Alors moi, ça doit être peut-être l'épreuve où je m'y connais le moins, avec le clock, probablement. Donc j'aurais du mal à commenter. Tout ce que je peux dire, c'est que grâce au championnat des États-Unis qui avait eu lieu quelques jours avant, j'avais regardé la finale de Square One et j'avais vu que globalement les meilleurs mondiaux sont américains. Donc vous voyez ici United States un petit peu partout. Donc en fait la finale des championnats des États-Unis m'a permis de découvrir un petit peu ce truc-là, qui sont les meilleurs, etc., etc. Max Sio était le favori numéro 1 qui s'est complètement raté au premier tour. Qui a plutôt bien maîtrisé son deuxième tour, mais malheureusement pour lui, qui se rate complètement encore au dernier tour, en finale. Et donc on a un podium complètement américain, avec notamment certains ici qui avaient déjà fait podium au championnat des États-Unis quelques jours avant. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. En plus, il n'y a pas vraiment de Français, il n'y avait pas de Français en finale. Donc du coup, si on avait eu un, j'aurais peut-être été un peu plus motivé pour suivre tout ça. Ostube, alors on y arrive. Premier Français à suivre de manière importante. Anthony Lafourcade partait favori numéro 4 de la compétition. Il est 7ème mondial, si on prend la meilleure moyenne officielle. Alors, il a probablement été dépassé pendant les mondiaux, je sais pas. Non, ou alors il était 8ème et j'ai cru qu'il était 7ème. Mais voilà, 7ème ou 8ème mondial, mais il y avait quelques absents. Donc Anthony partait favori numéro 4. Ok, donc favori numéro 4, évidemment, qu'est-ce qu'on vise ? Le podium, hein, ça paraît évident. Au Cube, on a quand même une domination à l'échelle mondiale de Zayn Kanani, qui semble être presque intouchable. Il ne faut jamais trop dire intouchable, mais presque intouchable. Il le montre au premier tour avec une moyenne absolument dingue. Et on a Anthony, regardez, qui part favori numéro 4 et qui fait 4ème. Avec un record ici d'Océanie de la part de Dwayne Ramos. Donc, ok, Anthony part super bien, 4ème. On se dit, ok, en plus, peut-être que devant, il va pas refaire ça. Alors derrière, à 1 centième, donc ça se voit rien du tout. Peut-être qu'il y en a qui vont mieux performer. Mais ok, il est clairement dans la course. Anthony, là, ça va être une des possibilités pour décrocher une médaille française. Et c'est probablement un des seuls qui va pouvoir prétendre à ça. Deuxième tour, regardez un petit peu cette masterclass. Zayn, évidemment, est devant. Hein. Zayn, c'est vraiment... il a un cerveau d'extraterrestre. On en reparlera au 2x2. Hein.
l'event où c'est encore plus vrai, mais il a un cerveau d'extraterrestre. C'est juste incompréhensible. Mais Anthony va tout simplement terminer deuxième de la demi-finale, puisque c'est le dernier tour avant la finale, avec une moyenne énorme, enfin énorme dans le sens incroyable, trop bien, à 2,21. Et évidemment qu'on va en parler, hein. Le 1.20, c'est NR. NR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire National Record, record de France. Et à votre avis, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui avait le record de France de Scube avant? Eh ben c'était moi. C'était moi. Donc c'est tout simplement le dernier record de France que je tenais, après avoir perdu tous mes records de France de OH suite à la montée en puissance de Juliette, et de Hugo, et de Nico, et de... Voilà. En France maintenant on est très très fort en OH. Donc il me restait un record de France. Pourquoi il me restait un record de France? Parce que j'ai eu un coup de chance monumental, un truc qui arrive une fois dans une carrière de speedcuber. Les logiciels qui génèrent les mélanges génèrent une position aléatoire parmi toutes les positions qui existent. Et en l'occurrence, le jour où j'ai fait ça, la position qui avait été tirée au sort, c'était une PLLU. Donc une PLLU, pour ceux qui connaisseraient le 3x3, vous savez que c'est très bien. Et bah au Scube, c'est tout aussi bien. C'est même, c'est tout aussi bien. Et j'avais fait une seconde 26, dépassant Maxence, dépassant Léo Bailly, dépassant Anthony Lafourcade, alors que ces trois-là étaient dans le top niveau mondial. Donc j'ai eu un coup de chance énorme, j'avais fait une 26, c'était au championnat du monde 2019, sauf que comme j'étais, entre guillemets, dans le groupe des moins bons, j'avais pas les mêmes mélanges que les meilleurs, et du coup, les meilleurs n'ont pas eu ce mélange-là, alors qu'ils auraient tous fait 0,9, hein. Mais j'ai eu un coup de chance énorme. Mon record de France a tenu 4 ans. Et évidemment que on pouvait discuter du mérite sur le record de France, hein, c'est une évidence, même moi j'en rigole. Mais du coup, voilà, Anthony a rétabli l'ordre avec son 1.20. Voilà, il a récupéré le record de France, et bravo à lui, parce qu'évidemment qu'il le mérite. Donc, demi-finale, il bat le record de France single, et il termine deuxième derrière Zayn Kanani. Incroyable. On se dit vraiment on a hâte de voir la finale. La finale, du coup, c'était une des finales qui est tombée en plein milieu de la nuit, hein, durant cette fameuse nuit blanche que j'ai faite pour regarder toutes les finales sur la chaîne Twitch de la WCA, parce qu'avec le décalage horaire, voilà. Et donc en finale, on va découvrir ça ensemble. Malheureusement, Anthony commence avec 3.3, 3.30. On sait que ça va être quasiment impossible de faire podium. 3,54, voilà, malheureusement c'est terminé. Donc Anthony est passé à côté de sa finale, malheureusement. Il y avait de la place, hein, il y avait de la place, avec du 2,5 pour faire podium, il y avait de la place, ça arrive. Anthony a terminé médaillé au championnat d'Europe l'année dernière, voilà. Il a malheureusement complètement raté cette finale. Donc ce ne sera pas lui qui aura le plus performé parmi les Français, malheureusement. Grosse surprise. Souvenez-vous de ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Zayn est intouchable ou quasiment intouchable au Scube. Et ben voilà, le mot quasiment, on comprend pourquoi. Il a complètement raté sa finale. Il commence avec un 3. Donc on se dit, oula, gros raté, mais bon, ok, il est capable de tout. 1, 1, 1. On se dit, bon bah voilà, il va gagner, hein, évident. Et le raté du siècle pour lui, 6. Donc ça prouve que même un champion voilà, qui domine complètement sa discipline à l'échelle mondiale peut se rater. Et quand c'est au mauvais moment, eh ben ça lui coûte le titre de champion du monde. Stanley Chappell finit champion du monde avec 2,32, bravo à lui. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on regarde le Sum of Rank, ça veut dire en gros, je sais pas si je vais pouvoir le trouver là, à mon avis je vais pouvoir le trouver. Statistiques, liste des statistiques intéressantes. Voilà, Sum of All Rank, voilà, on va regarder ça. Voilà. Ici, vous voyez un petit peu Martin Ekdal, qui est le meilleur en Sum of Rank. Au 3x3, il est 50e mondial, au 2x2, il est 10e mondial, etc., etc. Vous voyez, du coup, il est bon partout. Et quand on additionne tous ces classements, ça fait que, entre guillemets, 872. C'est ça le Sum of Rank, la somme de tous les classements. Et donc, le deuxième meilleur all-rounder, ça veut dire qui, globalement, est bon partout, c'est Stanley Chappell, avec 1165. Vous voyez qu'il est vraiment bon partout, c'est incroyable. Pour beaucoup de cubeurs, c'est l'objectif d'une vie de réussir à rentrer dans un top 100. Et ben, ces cubeurs-là sont juste phénoménaux.
Stanley Chapel, il y a un an, l'épreuve où il avait le moins bon classement en Summer Frank, c'était le Scube. Il a voulu y remédier, il s'est entraîné à fond au Scube, et il finit champion du monde un an plus tard. Il y a des champions comme ça. En plus, il est pas que champion du monde au Cube, hein, il est aussi champion du monde de cat blind. Voilà. Bon. Ils n'ont pas le cerveau fait de la même manière que nous. Hein. Ok. Très bien. Pyraminx. Grosse possibilité pour les Français. Puisqu'on a globalement Diego qui va viser le podium et Jules qui va viser une place en finale. Jules, je vous le rappelle un petit peu, il a été 2 fois champion du monde et 3 fois champion d'Europe dans l'histoire du Pyraminx. Aujourd'hui, malheureusement, il est un petit peu descendu dans la liste des favoris, mais il est toujours là. Il peut toujours prétendre à une belle place en finale, réussir peut-être à aller accrocher sa finale et ensuite, pourquoi pas viser un petit peu mieux, un top 10, j'en sais rien. Ok, donc on va être à fond derrière Diego et Jules. Premier tour, ok. Alors je connais pas du tout, hein. Je pourrais pas vraiment commenter ce qui se passe avec les noms des meilleurs pyraminxeurs, mais tout ce que je peux dire c'est qu'il y a eu du gros niveau, parce que regardez ici, 3 personnes battent leur record personnel. Pour ce cubeur coréen, ça fait NR, donc record de Corée. Pour ce cubeur chinois, ça fait juste, entre guillemets, son record personnel, parce que le record d'Asie est tombé en même temps avec cet autre cubeur chinois qui fait 1,65. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un très gros niveau. Les meilleurs ont battu leur record. Il y a ensuite encore du tout petit 2 ici, c'est juste hallucinant. Diego assure un premier tour extrêmement solide, à 2,13. Super, propre. Il y a 16 places en finale, va falloir assurer en demi, mais ok, bien. Et ensuite, on peut même prétendre aller chercher un podium. Parce que du coup, quand on regarde la différence entre lui et le 3e, il n'y a que 12 centièmes de seconde. Ok, très bien. Jules, maintenant. Où est Jules au premier tour? Où est Jules? Tac. Je ne le vois pas. On va regarder ici, ça sera probablement écrit France. Voilà, oulala, 45e. Figurez-vous que je m'en souvenais même plus. Il s'est complètement raté, hein, évidemment. 45e, lui, il peut justement être dans les 16 premiers pour se qualifier en finale. Donc 45e au premier tour, c'était un très mauvais premier tour. Mais il a l'expérience. Il a l'expérience, il a déjà été 2 fois champion du monde, comme je vous l'ai dit, il a l'expérience, donc on a confiance. Et regardez un petit peu, demi-finale. Qui c'est qui rentre dans le top 16 pour se qualifier en finale? C'est Jules. En ayant fini 45e au premier tour. Incroyable. Un Français en finale, donc avec Anthony, ça fait 2, et avec Diego, qui assure, ça fait 3. Alors Diego assure avec un DNF en plus. Quand on fait un DNF, on sait que le moindre faux pas et on n'est plus qualifié en finale, donc ça fait très peur. Il a assuré, franchement, bien, bravo, un grand champion. Maintenant, il va falloir tout donner en finale pour essayer d'aller chercher encore mieux. On passe en finale, et Diego, fidèle à lui-même, fait tout petit 2. Il obtient une excellente 6e place, qui malheureusement ne sera pas significative de podium, mais bon, ok, le niveau était très haut. Pour l'anecdote, Likili, ici, cette petite cubeuse chinoise qui doit avoir, je pense, 10 ans, 9-10 ans, 11 max, elle a failli ne pas pouvoir participer, figurez-vous. Parce qu'elle a commencé les compétitions très récemment, hein, bon, évidemment, voilà, elle a progressé très vite, elle fait partie de cette jeune génération de cubeurs et cubeuses chinois et chinoises qui ont atteint un niveau exceptionnel. Pour certains, ça fait un petit peu polémique avec les histoires des parents derrière, etc., mais c'est pas la question. Pour elle, j'ai pas l'impression, de ce que j'ai pu entendre, que ce soit le cas. Bref. Elle a failli ne pas pouvoir participer parce qu'en fait, pour pouvoir participer aux mondiaux, il fallait avoir au moins déjà fait du pyramix en compétition. Et juste avant qu'il y ait la fin des qualifications, c'est-à-dire que la WCA dise ok, à partir de maintenant, tous ceux qui n'ont pas déjà participé ne peuvent pas participer aux mondiaux. Elle n'avait jamais fait de pyramix parce qu'elle avait fait que 2 compétitions dans lesquelles il n'y avait pas de pyramix. Donc sa maman l'emmène au Japon pour faire une compétition où il y a du pyramix en urgence. Elle fait du pyramix, il y avait un seul tour, elle rentre, et là, catastrophe.
Alors déjà, elle a tout gagné, hein. Elle a gagné, elle a explosé tout le monde à sa première compétition de Pyraminx, donc incroyable, ça n'arrive quasiment jamais ça. Et la catastrophe, il y a eu un problème dans les mélanges, et les délégués prennent la décision d'annuler la compétition au Pyraminx. Aucun résultat n'est officiel. Donc catastrophe, elle ne peut toujours pas participer aux mondiaux. Sa maman va l'emmener faire en catastrophe, en urgence, une compétition en Mongolie, qu'elle va encore une fois dominer, elle va gagner la compétition. Elle rentre chez elle, les résultats sont officiels, elle peut participer aux mondiaux. Elle participe aux mondiaux et elle finit médaillée de bronze aux championnats du monde. Avec son record personnel en moyenne et en single en finale. Il y a des histoires comme ça qui sont un petit peu aberrantes. Ok, Megaminx. Si on regarde un petit peu Megaminx, tac. Voilà, classement. Le classement à l'échelle mondiale, hop, on va regarder la moyenne. On se rend compte qu'il y en a deux qui dominent, et qui sont au moins une seconde devant le troisième. C'est Leandro Martin Lopez, le fameux LML, et Tristan Chua Yang de Singapour. Ok. Premier tour, LML domine largement. Tristan apparemment c'est bien raté, mais quand on commence par un DNF c'est jamais facile. Vous voyez que là du coup le 34 compte dans la moyenne. Et en finale, c'était très serré entre les deux. Et en plus de ça, on a un record d'Océanie d'Alexander ici. Je me prononcerai pas sur son nom de famille, j'aurais trop peur de l'écorcher. Qui vient leur faire peur. Hein. À 1/100e, il aurait accroché la place de vice-champion du monde. Ok, voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Juliette a failli se qualifier en finale. Bon, c'est pas grave, c'est pas sa plus grande préoccupation. Ok. Au clock maintenant. Clock, alors on a évidemment Virgile, hein, le meilleur français au clock, qui pouvait largement prétendre à un top 10. Il était largement top 10 sur la liste des favoris, sur la Psych Sheet. Il commence par un DNF, sauf que là, il n'y a pas de deuxième tour. Après, c'est directement la finale, donc il faut se qualifier tout de suite. Donc quand on commence par un DNF, on assure. On fait des temps qui sont peut-être pas les meilleurs temps qu'on puisse faire, mais qui permettent d'assurer. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Hein, voilà, du gros 4, du 5. Ça assure sa place en finale. Et puis il va pouvoir vraiment tout lâcher en finale, parce qu'il n'a rien à perdre. Hein. Quand on est favori 7, 8, etc., on n'a rien à perdre. Au pire, on finit 10e, ça ne va pas changer notre vie par rapport à 7e. Et au mieux, on arrive à sortir la finale de notre vie et on fait podium. Ok, je ne connais absolument pas les premiers, donc je ne vais pas pouvoir en discuter. Mais quand même, en finale, Virgile donc fait mieux qu'au premier tour. Il finit 7ème avec une AVG à 5,09. Donc vraiment, félicitations à lui. Hein, une grosse finale. Et on a quand même ici Tommy Cherry qui fait moins que 4 secondes. Alors même si j'y connais rien au clock, je sais que c'est juste aberrant et que ça commence à être vraiment des temps incroyables. Ok. Donc bravo Virgile pour cette très très belle 7ème place. En OH, on est de nouveau sur une grosse possibilité de finale et de podium pour des Français, puisqu'on a Juliette. Juliette qui part, je ne sais pas trop combien exactement en termes de favoris, mais Juliette est 7ème mondiale. Il y avait Luc Garrett, il y avait Sean Patrick, il n'y avait pas Fami par contre. Pardon, il y avait Dwayne Ramos, il y avait Max et il y avait Patrick. Donc je pense qu'elle devait partir favori numéro 5 du coup. Non, 6. Oui, il y a juste Famille qui était pas là. Donc je crois qu'elle devait être favori numéro 6. Ok. Donc évidemment, favori numéro 6, on sait très bien que tout est possible. Hein. Et évidemment, on espérait, on croisait les doigts pour elle, on espérait qu'elle aille nous chercher vraiment une très très bonne place, pourquoi pas une place sur le podium. Premier tour, on a un petit raté de Patrick, Max qui gagne, ok, des temps hallucinants, voilà, du sub 10 maintenant ça devient normal, ça devient random, c'est hallucinant. Quand on voit des 7, en fait, on n'est pas surpris parce qu'on se dit qu'il y en aura forcément. Juliette, 10,52, ok, pourquoi pas. C'est un premier tour, c'est solide, ça fait 7ème, pourquoi pas. On a des Français qui vont bien performer. Hein. Pierre Meunier finit 14ème, il y a 16 places en finale, donc il faut juste réitérer l'exploit de cette place-là, et ok, il aura sa place en finale. Pourquoi pas.
Ensuite, bon, à mon avis, il va falloir descendre un petit peu plus pour trouver Nicolas Gertner, voilà, qui termine 42e. Bon, plus compliqué d'imaginer une finale, mais pourquoi pas, hein, Nicolas est capable de tout. Il est champion de France en titre. Il a battu Juliette, qui s'était un petit peu raté en finale des France. Donc, demi-finale. Évidemment qu'on la suit avec attention, parce qu'on savait que ce serait du petit 11 pour se qualifier. Et malheureusement, Juliette est capable de faire petit 11. Hein, si elle n'est pas dans un très très bon jour, etc., c'est possible. Donc avant de se dire, ok, peut-être qu'elle peut aller chercher un podium, il faut déjà assurer la place en finale. Ok. Et effectivement, Patrick et Max finissent 1 et 2. Voilà, les deux favoris sont là. Ils s'imposent en demi-finale, même si Max ne fait pas une moyenne qui est non plus stratosphérique pour lui. Patrick, par contre, fait une des meilleures moyennes jamais réalisées dans l'histoire du speedcubing. Incroyable. Et regardez un petit peu, Juliette, troisième du deuxième tour. Troisième de demi-finale. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? 10-0-0. Ça se joue au single avec le quatrième, Dwayne Ramos. Dwayne Ramos, hein, je vous rappelle, hein, qui est meilleur qu'elle, hein, officiellement. Avec une AVG à 8. On se dit, qu'est-ce qu'elle va nous faire, quoi? On a vraiment hâte de voir la finale. Mais on va pas s'arrêter là, parce que, attention, Pierre Meunier, qui avait terminé 14e, termine 15e, et fait l'exploit de se qualifier en finale. Alors vraiment, si tu regardes cette vidéo, bravo Pierre, genre, personne ne doutait que tu en sois capable, mais de là à le faire, franchement c'est solide. En plus, il a dû se faire peur, hein, parce que 15, et quand il voit que le dernier n'est pas forcément excellent, je sais pas, imaginons qu'il est au LLPLL normal, je sais pas si c'est ce qu'il a eu, hein, mais dans la PLL, il a dû un petit peu trembler quand même. Parce qu'il suffisait que ce soit une demi-seconde de plus et c'était terminé. Donc bravo à Juliette et Pierre, déjà pour ça. Et ensuite on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en finale. Mais c'est juste fou, hein. Je le répète, mais le niveau, c'est hallucinant. Regardez Félix, qui dominait la discipline il y a encore quelques années. Bah là, il ne domine plus rien du tout. Hein. On a Rui Hang qui peut sortir des dingueries à 10, même du sub 10. Même ici, des surprises. Un Thaïlandais à 10-18. Un Coréen à 10.12. Je vous rappelle qu'au championnat d'Europe l'année dernière, c'est celui qui s'est qualifié en 16e place qui a fini champion d'Europe derrière. Donc vraiment, en OH, il y a tellement de niveaux, et tout le monde maintenant peut faire 10-11 parmi les meilleurs, que voilà, c'est très 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 indécis. C'est peut-être une des disciplines où c'est le plus indécis. On passe en finale. Voilà, j'étais devant Twitch, devant le live, à fond derrière Juliette, qui évidemment va passer sur le stream. Hein. Tous les 16 ne peuvent pas passer sur le stream, évidemment. On passe en finale. Et la masterclass de l'année. La plus grande performance française de 2023, probablement. Juliette est vice-championne du monde. Juliette est je le répète parce que voilà, Juliette est vice-championne du monde. Avec 9,65. Regardez un petit peu. Elle assure 9. Et en plus de ça, Sean Patrick, regardez, en demi-finale, il s'est complètement raté. Donc il ne fait pas partie de ceux qui sont sur le stream. Sur le stream, on va regarder évidemment Patrick et Max, les deux meilleurs, Juliette et Dwayne Ramos. On va en voir de temps en temps un petit peu d'autres, mais Sean Patrick, on ne le voit jamais. Donc on voit Juliette qui fait que du 9. On voit Patrick qui se rate complètement. Enfin, voilà, qui se rate complètement, façon de parler. On voit Rui Hang, on se dit que Juliette est devant. On voit Max, on se dit que Juliette est devant. Juliette termine avec un 8,65. Elle explose de joie, ça se voit sur le stream. D'ailleurs, elle va être interviewée juste après sur le stream. Et là, on est en train de se dire Juliette est championne du monde. Parce que Sean Patrick, on n'a rien vu, rien du tout. Malheureusement, on va apprendre quelques secondes plus tard que Sean Patrick, en fait, même avant de faire son dernier temps, il était déjà assuré d'être champion du monde. Donc c'est pour ça que même en ayant fait le pire des 5, il a été champion du monde quand même. Et donc Juliette termine vice-championne du monde. Voilà. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, Juliette, à mon avis, tu auras autre chose à faire, mais au cas où, félicitations. Hein, je n'ose même pas imaginer le nombre de personnes qui ont pu te le dire directement sur place. Ben, j'en profite pour en rajouter une couche. Ah, c'est juste hallucinant. Hein. Quand on a vu Juliette arriver en 2014, je crois, 2014, dans les compétitions, je me souviens qu'elle avait un petit peu percé en 2015. En 2015, je me souviens d'une remarque
Ça va vous sembler hallucinant, hein, mais de Simon Blanchard, qui a complètement disparu des compétitions aujourd'hui, qui était parmi les meilleurs en 2015, qui a fini champion de France juste devant moi, hein, j'avais terminé vice-champion de France. Simon, en zone d'attente, pendant un premier tour de WASH, qui me dit, je sais pas si tu as vu, mais il y a une jeune fille qui vient d'arriver et qui fait 17. 17 en 2015, c'est fou, c'est top français. Ok, on est 8 ans plus tard, elle est vice-championne du monde. C'est fou. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut quand même remarquer le gros raté de Patrick et Max, les deux gros favoris. Et on peut remarquer que malheureusement, Félix, on a l'impression que l'ère Félix Zemdegs, l'ère qui a été dominée par Félix, comme le sprint peut être dominé par Usain Bolt, comme le basket a pu être dominé par Michael Jordan, on est peut-être en train de tourner la page. On va voir un petit peu comment il a performé dans les autres disciplines, mais on est peut-être en train de tourner la page. Ok. Fee West Move, je vais en parler juste quelques secondes, parce qu'il n'y aura pas grand-chose à dire. Tout le monde parmi le top mondial est capable de faire 24, donc maintenant la question ça va être qui c'est qui va trouver des 23. Et en l'occurrence, on n'a pas eu que des 23, on a eu aussi des 22, par Jaden. Jaden qui poste beaucoup de vidéos sur le FM, sur sa chaîne YouTube récemment, qui s'entraîne énormément, qui s'investit beaucoup. Si je devais mettre un favori avant la compétition, j'aurais mis Jaden. Il a effectivement bien dominé avec 22, 23, 22. Alors que regardez, sur le deuxième, il y a quasiment personne qui a trouvé un très bon truc. Donc le mélange ne devait pas être vraiment très bon. Et au final, lui gère. Donc bravo à Jaden, donc l'Australien qui fait une très grosse performance. Blind, bon, ok, on va reparler des Français. Alors, au Fee West Move, on pourrait en parler quand même, hein, parce que Nicolas Gertner a frôlé le podium des championnats d'Europe un an plus tôt. Mais là, malheureusement, regardez si je fais un petit contrôle F. Voilà, Nicolas Gertner commence avec un 28, donc il sait que pour le podium c'est terminé. Donc comme il trouve rien de bien sur le deuxième, j'imagine que c'est ça le scénario, hein, il s'en moque. Dans tous les cas, rendre 28 ou rendre DNF c'est pareil, donc il se prend pas la tête à écrire la solution. Il va trouver un 23 quand même sympa sur le dernier, voilà. Mais malheureusement, du coup, il est complètement hors jeu. Alors qu'il a frôlé le podium au championnat d'Europe l'année dernière au Danemark. Ok, blind, donc, ok, allez Arthur. Hein. En blind, c'est toujours la même problématique, c'est allez Arthur. On a toujours hâte, quand je discute un petit peu avec lui sur différents groupes, Facebook, etc., j'ai toujours hâte de voir le petit message, ok, je me mets en mode avion, à toutes. C'est vraiment sa marque de fabrique. Je me mets en mode avion, ça veut dire, ok, je me mets dans ma bulle. À partir de maintenant, je suis concentré, je vais faire quelques dernières résolutions d'entraînement, et puis j'y vais, c'est parti. Premier tour de blind, Arthur termine 28e, avec un 24. 24 qui ne correspond pas du tout à son niveau. Hein. Arthur peut largement aller chercher 21-22 sans trop de problème normalement. Donc ok, on se dit c'est pas grave. Il y a 16 places en finale, mais il y a encore un deuxième tour. Donc qualificatif pour la finale, c'est pas grave. Ok, on verra ce qu'il sera capable de faire. Parmi les meilleurs, le meilleur au monde, c'est Tommy Cherry, hein, évidemment. Là, il l'a pas prouvé forcément dès le premier tour. En plus, il y a eu de très gros temps à des petits 15 et des 14. Mais Tommy Cherry est vraiment le meilleur. Et même s'il ne le prouve pas au premier tour, on a du mal à imaginer qu'il puisse passer à côté du titre. Ok, on va voir. Deuxième tour. Regardez un petit peu. Tommy qui s'impose, qui lâche un 14, qui prend sa première place. On verra s'il l'assure pour la finale. Et regardez un petit peu les nationalités ici, les noms. Pas d'Arthur Garcin, pas de France, malheureusement. Et il va falloir descendre très bas, malheureusement, pour le trouver, puisqu'Arthur a fait triple DNF. C'est toujours le risque en blind, non? Il n'y a que 3 essais, on rate les 3, ça fait triple DNF, on est disqualifié. Voilà. Il fallait pas que ça arrive à ce moment-là. Malheureusement pour lui, ça arrive à ce moment-là. Alors qu'il avait largement le niveau de se qualifier. Hein. Pour faire 16e, il fallait sortir au moins un temps à petit 22. Évidemment qu'Arthur en est largement capable. On le rappelle, Arthur a été vice-champion d'Europe au championnat d'Europe de Madrid en 2018. Et déjà à cette époque, il arrivait à faire ces temps-là. Hein. Malheureusement, Arthur passe complètement à côté. Donc on n'aura pas de grosse performance française en blind. On peut quand même regarder la finale et admirer
la masterclass, une des plus grandes masterclass de toute la compétition, de tous les championnats du monde. Tommy Cherry bat le record du monde de moyenne en faisant 3 temps, dont le pire des 3, donc 14,39, est quand même meilleur que tous les autres temps de tous les autres compétiteurs. Je pense que tout est dit. Record du monde, masterclass, domination absolue du King, du Blind, Tommy Cherry, qui a un record du monde à 12,97. Alors, je le rappelle pour ceux qui, qui pensaient comme moi que c'était impensable de faire ces temps-là. Ok, bon. Très bien. On va passer au 7x7. Alors, ok, il y a des choses à dire. 7x7, alors déjà pour le 7, pas de français. Pas de français qui puisse prétendre à une qualif. Donc il y avait ni Peter Grassard ni Abdelhak Kadour, les deux meilleurs dans les très très gros cubes. Ok, Max est largement devant. Max, vraiment, regardez, si je regarde les classements mondiaux au 7x7, regardez un petit peu, non mais ça n'a aucun sens. À chaque fois que je le re-regarde, je me dis la même chose, je me dis que ça n'a aucun sens. Max, voilà, sur la moyenne, il a 1,42. Regardez les temps un petit peu, par rapport au temps du le deuxième meilleur mondial qui est Sung Hyuk Nam. Troisième, c'est Timon. Ensuite, on a Janos qui n'était pas là. Lim Hung, à mon avis, n'était pas là non plus. Si, il était là, pardon. Et Kiaran. Alors moi, évidemment, Team Kiaran à 1000 milliards de pourcents. J'ai entendu sur le stream les commentateurs qui disaient c'est impossible de ne pas aimer Kiaran. Il dégage un truc, il est hyper sympa en toutes circonstances. Je m'entends très très bien avec lui. Il a fait quelques compétitions en France. Dans les grosses compétitions, effectivement, on discute toujours un petit peu. Voilà, et c'est un pote, hein. Je peux dire que c'est un pote. Et voilà, j'étais Team Kiaran à 1000%. Tous les Français étaient Team Kiaran. Voilà, s'il pouvait aller chercher une place sur le podium, franchement, on était à fond derrière lui. Premier tour, Max, domination ultime, évidemment, Max est intouchable. C'est impossible d'imaginer qu'il ne gagne pas, de toute façon. Ok. Kiaran, masterclass, record national, ça veut dire qu'il bat son record personnel en faisant record d'Irlande, premier tour, et il met une grosse marge au troisième, Anyu Zhang, Timon Kolasinski à 2,02, etc. Ok, bon, très bien. On peut remarquer que Félix, comme en OH, il semble vraiment distancé. Il y a quelques années encore, il était le meilleur au monde. Au 7x7, il se battait avec Kevin Hayes, d'ailleurs c'est sympa de voir l'un à la suite de l'autre. Mais ok, Félix dominait vraiment, aujourd'hui il est distancé. Finale, regardez un petit peu cette domination de Max. Max est tout simplement surhumain au 7x7. Voilà, on va pas en rajouter des caisses, il est tout simplement surhumain. Et malheureusement, vraiment la très très grosse déception pour moi et pour beaucoup d'autres Français, Irlandais, plein d'Européens, beaucoup de monde, c'est de voir Kiaran terminer aux portes du podium alors qu'il avait fait l'exploit de faire une deuxième place au premier tour. On peut noter aussi Sung Hyuk Nam qui est numéro 2 mondial, qui se rate, et Sung c'est pareil, tout le monde l'adore. Autant Timon, il était un peu tête à claque quand même il y a quelques années, peut-être un peu prétentieux parfois, etc. Mais ok, il a un niveau extraordinaire, on peut pas lui retirer ça. Mais voilà, moi évidemment que j'étais pour Kiaran, et évidemment pour Sung qui a un style hyper propre, vraiment c'est magnifique de voir résoudre. Je parle pas trop des autres ici, juste parce que je les connais pas en fait. Ici le cubeur vietnamien, le cubeur malaisien, juste je les connais pas, c'est la seule raison. Ok, Sung je le connais pas non plus, mais il est tellement sympa, il dégage un truc toujours vraiment très sympathique, etc. Ok, bon. Et voilà, champion du monde, Max Park, évidemment, c'était prévisible. 6x6, on a littéralement le même scénario. Max est absolument intouchable. Regardez un petit peu le classement mondial au 6x6. Max met une distance énorme au deuxième, qui est Timon Kolasinski. Et encore une fois, c'est un peu les mêmes disciplines, donc c'est normal. Sung Hyuk Nam, 3e mondial. Kiaran Mihan, 4e mondial. On retrouve un petit peu les mêmes noms. Donc encore une fois, allez Kiaran. Et encore une fois, Kiaran termine 2e derrière Max au premier tour. Sung derrière, etc. Encore une fois, l'histoire se répète, Félix, un petit peu distancé par rapport au top mondial. Qu'est-ce qui va se passer en finale? La plus grosse surprise de toute la compétition. Là, il n'y a même pas de doute avec
une autre discipline. Il n'y a même pas de questions à se poser. Est-ce qu'il y a eu des choses surprenantes au 3-3, au machin? Non. Ce qui s'est passé là, c'est inexplicable. C'est la pression, je pense. Enfin, je sais pas. Il y a dû avoir autre chose. Vraiment, c'est inexplicable. Max termine 6ème. Voilà, Max termine 6ème. Je vous rappelle le classement mondial. Hein. Le record du monde à 1,07. Qu'il a battu au premier tour. Je vous rappelle les meilleurs singles. Max, qui est le seul au monde à avoir lâché un temps en dessous d'1 minute, alors que le deuxième est à 1 minute 9. Donc là, ce qui s'est passé en finale de 6-6, c'est vraiment inexplicable. Et du coup, ça laisse l'opportunité d'aller chercher la première place à quelques cubeurs, comme Timon, Kiaran, etc. Timon fait une excellente finale. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Il a été extrêmement propre. Et Kiaran, un énorme bravo à lui qui finit 2ème. Sung Hyuk-nam qui finit 3ème. Donc un podium qui me va complètement. Même si je vous avoue que, en bon fan de Félix, comme tous les cubeurs qui ont commencé il y a quelques années, voilà, je sais pas, 2014, 2013, puis avant, tous les cubeurs de cette génération-là, évidemment, rêvent de voir Félix revenir au top niveau mondial. Parce que Félix, c'est la légende ultime, hein, je vous ai dit, hein, c'est vraiment le Usain Bolt, le Michael Jordan, le Ronaldo Messi pour le foot, machin. Félix, c'est la légende, quoi. Avec des dizaines de titres de champion du monde, plus de 600 médailles d'or, plus de 100 records du monde battus, dans plus de 8 ou 9 disciplines. Voilà. Entre 2010 et 2016-2017, il a dominé le speed cubing. C'était hallucinant. Bref, Félix, pour le moment, on n'a rien vu d'incroyable. Dans les disciplines où il dominait, il y avait le méga, bon, il n'y a rien d'incroyable. Le OH, il s'est raté. Le 7-7, il s'est raté. Et aussi facile, il ne sera pas forcément, mais il ne fait pas podium. Bon, ok, on est clairement en train de voir une page qui se tourne. Mais, attention, parce que sa discipline de prédilection, parmi toutes celles qu'il a dominées, celle qu'il a le plus dominée, c'est le 5x5. Donc on va regarder ce qui se passe au 5x5. Premier tour, il finit 6ème. Voilà, il finit 6ème, ici. Donc avec des temps qui sont pas des très bons. Malheureusement, comme on vient de voir, Félix passe à côté de sa compétition pour le moment. Et on sait qu'au 5x5, il va y avoir des brutes. On sait que globalement, ça va être entre Max, Timon et peut-être un petit peu Sung Hyuk-nam. Au premier tour, Max, imperturbable, domine vraiment largement. On sait qu'il a une belle marge par rapport à Timon, mais on sait que c'est pas non plus une marge aussi importante qu'au 6 et au 7. D'ailleurs, aussi, ça n'a même pas suffi pour gagner. Donc, évidemment, tout est possible. Ok, on va voir. Premier tour, en tout cas, Timon bat le record d'Europe. Hein, CR, ok. Deuxième tour, voilà, quand je vous dis que tout est possible, Timon rebat de nouveau le record d'Europe, mais cette fois-ci, ça suffit pour être premier. Sung Hyuk-nam 3ème, Félix qui s'accroche, qui va faire une très très belle performance, quand même, hein, voilà, pour le moment on n'avait rien vu d'extraordinaire. Son record personnel, record d'Océanie, il finit 4ème, vous voyez que malheureusement même quand il fait ça, ça suffit plus pour faire podium. Ok, Kiaran un petit peu derrière, mais Kiaran au 5x5, bon, c'est possible de podium, mais c'est moins évident quand même que dans les cubes plus gros. Et en finale, alors là, un des scénarios les plus exceptionnels de toute la finale. Hein. Parce qu'il faut, mettez-vous un petit peu dans la tête des viewers sur Twitch qui regardaient en direct. Max fait 45, Timon fait 42. Max fait 42, Timon fait 41. 2-0 pour Timon. Max fait 40, Timon fait 39. 3-0 pour Timon. Ensuite, Timon fait 40. Donc il assure une moyenne à 40. Et Max, pour le moment, il a 45, 42, 40. On voit le 40 de Timon, et ensuite, on va voir les deux derniers de Max. On se dit, en fait, il faudrait qu'il fasse 2 masterclass. Moi, là, à ce moment-là, je voulais qu'il le fasse. Parce que je préfère que Max gagne
plutôt que Timon. Alors, question de préférence, chacun a ses cubeurs préférés, entre guillemets, hein, si on peut dire comme ça, ses équipes de foot préférées, ses équipes de basket préférées, etc. Voilà. Et donc pour moi, il faut 2 masterclass de Max, et regardez ce qui se passe, il les sort, ces 2 masterclass. 36-37. On se dit que ça va être très 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 chaud, on calcule, on attend les résultats. Max, champion du monde. Incroyable. Voilà pour le scénario hallucinant du 5x5. Et malheureusement, Félix passe complètement à côté de sa finale. Franchement, ça commence à faire beaucoup. Entre le OH, le 7x7, le 6x6, le 5x5, le méga, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et on espère qu'il va pouvoir au moins avoir un truc, vraiment une très très grosse perf, parce que là, si même au 5x5, il n'y arrive plus, on sent qu'une page est en train de se tourner. 4x4. Pendant très longtemps, Félix a dominé le 4x4 avec Sébastien Weyer. C'était les 2 monstres ultimes du 4x4. Il n'y avait personne à leur niveau, jusqu'à ce que Max arrive, et jusqu'à ce que, effectivement, d'autres commencent à atteindre ce niveau, notamment Timon Kolaczynski, évidemment, Sung Yuknam, évidemment. Mais le 4x4, regardez un petit peu le classement mondial, Félix est toujours numéro 3 mondial. C'est ça qui est incroyable, que ce soit en single ou en moyenne. Donc finalement, le top 3 mondial, c'est Max, Seb, Félix. Timon est juste derrière, évidemment, l'écart est tellement faible que tout peut se faire, en fait, tout peut se jouer. On se dit que, ok, Félix a l'expérience quand même. Mais malheureusement, pour le moment, sa compétition se passe très très mal. On va voir. Je connais très très bien Seb, évidemment, hein, qu'on voit très très souvent en France, c'est vraiment un copain maintenant. Hein. Donc évidemment que je suis team Seb à 1000 milliards de pourcents. Et j'espère qu'il va réussir à faire la masterclass au bon moment pour aller détrôner Seb, parce que Max, par contre, pardon, ça serait incroyable de voir Seb champion du monde. Seb ou Félix, franchement, ça me va, parce que les deux, voilà, ça serait symbolique, ça serait quelque chose de fou. Premier tour, regardez, le classement mondial, on a dit Max, Seb, Félix. Premier tour, Max, Seb, Félix. Ok, cohérent, très très cohérent. Deuxième tour, Max, Timon qui bat son record personnel, Seb qui se rate complètement, mais ça fait quand même troisième. C'est dire la marge qu'il a. Quand on le voit dans des compétitions en France, il peut faire 22 de moyenne et finir premier, et le deuxième peut être à 29. Regardez les résultats des compétitions en France, c'est pas... c'est assez fréquent de voir ça en fait. Ok, et cherchez un petit peu Félix. Après avoir assuré une troisième place en partant favori numéro 3, il ne se qualifie pas en finale. Il termine 23e. C'est un coup de massue. Pour tous ses fans, globalement tout le monde, vraiment, parce que à part ceux qui ont commencé récemment le cube, pour tous ses fans, c'est-à-dire tout le monde, parce qu'il est humble, il est hyper fort, il a inspiré un nombre de personnes incroyables, il a repoussé les limites humaines pendant 6-7 ans. C'est fou de voir ça en fait. Ça me met encore des frissons de voir ça. C'est juste fou. Donc Félix ne sera pas en finale. Le favori numéro 3 mondial, ne sera pas en finale. Et en finale, qu'est-ce qui se passe? Max se rate. Malheureusement, Seb ne va pas en profiter parce qu'il se rate aussi. C'est Timon qui va en profiter en faisant la finale de sa vie avec 22.11. On se dit jusqu'au dernier temps qu'il peut prétendre au record d'Europe de Seb. Regardez un petit peu. C'est Seb qui a le record d'Europe à 21.14 de moyenne. Et jusqu'au dernier, il peut largement le faire. Il lui suffit même d'un 21 en fait. Donc on est quand même rassuré de voir ça, parce que moi je tiens à ce que Seb garde le record d'Europe, évidemment. Et donc Timon gagne, bravo à lui. Et c'est effectivement ce cubeur vietnamien, encore une fois, je suis désolé de ne pas prononcer son nom, mais j'aurais trop peur de l'écorcher, qui finit vice-champion du monde avec une moyenne à 22,63. Ok, très bien. Ça, c'est pour le 4x4. On passe au 2x2. Bon, 2x2. Alors au 2x2, ça se joue à tellement rien, en fait,
que globalement, tous ceux qui font 1.5 peuvent prétendre gagner ou faire podium. Et j'y connais vraiment rien du tout, donc je vais vraiment pas essayer de pronostiquer quoi que ce soit ou d'expliquer quoi que ce soit. Ça se joue vraiment à qui va assurer, qui ne va faire aucun lock-up en réussissant à one look les 5 résolutions. Sachant que pour le top niveau mondial, c'est devenu facile de faire ça. Premier tour, voilà, vous pouvez voir le classement. Bofan Zheng, Brennan Lin, Yiheng Wang. On commence à voir son nom arriver. On va en reparler, vous vous en doutez, très 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 rapidement. Luc Garrett, etc. etc. Ok. Deuxième tour. 16 places en finale. Pas de Français en finale. Juliette ne devait pas être très loin, à mon avis. Ah, il y a Nico ici à 2,02, ok. Je sais pas où est Juliette. Je sais même pas si elle a participé parce que il y a beaucoup de disciplines comme ça où on veut plutôt assurer dans les disciplines dans lesquelles on peut vraiment performer. On a aussi Anaël qui pouvait prétendre à une finale. Vous voyez qu'ici, il n'est pas passé loin, hein, parce qu'il fait 5, 1, 1, 1. Donc après 4 temps, il pouvait largement prétendre à une finale, et il se rate sur le dernier. Ok. Bon, Félix, mais bon, moins grave. Ah, Juliette est ici. Bon, ok. Il n'y a pas de Français en finale. Et au 2x2, j'ai dit que j'allais pas trop en parler, mais en fait si, parce que j'avais oublié ça. C'est qu'au premier tour, en fait, Zayn s'est raté complètement, ce qui arrive, même s'il domine largement. Zayn, c'est tout simplement un monstre. Il est surhumain au 2x2. Je vous explique en une phrase, je vous donne un exemple. On a, comme vous le savez, 15 secondes d'inspection. En réalité, c'est plus 12, parce qu'à 12, quand on entend le juge dire 12, il faut poser le cube, respirer un bon coup, mettre les mains sur le timer et partir. Pour être sûr de partir avant 15. Donc en 12 secondes, la majorité du top niveau mondial a le temps de regarder une résolution complète pour prévoir tout ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le one look. Ils pourraient se bander les yeux, ils y arriveraient quand même, parce qu'ils ont tout prévu. Et si la résolution qu'ils trouvent ne leur plaît pas, certains arrivent à en regarder une autre. Éventuellement une troisième, mais c'est vraiment si c'est facile. Zayn, qui donc gagne la demi-finale, pendant 12 secondes, il voit 7 ou 8 résolutions différentes et il choisit la meilleure. Donc il a atteint un niveau en 2x2 qu'on pensait absolument impossible à atteindre il y a encore quelques années. Il domine la demi-finale, voilà, comme il domine le classement mondial de manière assez hallucinante. Bon, je suis en Europe ici, j'avais oublié. Monde, hop, voilà. 1/10 de seconde, c'est énorme, hein. Vous voyez les écarts qu'il y a après. Hein. Sur le single, bon, ça veut vraiment rien dire. Hein. Un single, voilà, c'est sur les 4 moves, celui qui réussira à faire le moins de centième de seconde en faisant 4 mouvements. Mais ok, Zayn est vraiment le meilleur. Et regardez, tout comme au Square One, où il était favori, tout comme, enfin où il était un des favoris, tout comme au Cube, où il était un des favoris, Zayn se rate. Parce que 1.36, c'est vraiment raté pour lui. On peut considérer que c'est vraiment raté pour lui. Sauf que là, ça aurait pu gagner quand même, mais non, parce qu'on a ici un cubeur chinois qui vient battre son record en finale et qui termine sur le podium. Et vous voyez ici Liqi Li, dont je vous ai parlé pour le Pyramix, cette fameuse très jeune cubeuse qui avait voyagé au Japon, puis en Mongolie, etc., etc., qui vient prendre sa 2e médaille de bronze. Hallucinant. Yiheng Wang termine 4e ici. Paterakis, qu'on a l'habitude de voir, qui a été champion du monde déjà dans l'histoire du speedcubing, etc., etc. Donc Zayn repartira des mondiaux avec 0 titre de champion du monde, alors qu'il pouvait prétendre à 3 titres de champion du monde. Très très étonnant, parce que vraiment, je vous assure qu'il domine en cube et en 2x2, il domine à l'échelle mondiale, mais à un point, c'est inimaginable. Ça prouve que la finale des championnats du monde, c'est vraiment un moment unique, il faut performer au bon moment. Et puis si on ne performe pas au bon moment, et bah tant pis. Ok, et bah écoutez, on passe au 3x3. Roulement de tambour pour l'épreuve phare, le 3x3. Je vais déjà un petit peu vous montrer le classement mondial, parce que là, ça n'a plus aucun sens. Hein. On monte 5 ans en arrière. Allez, je vais remonter encore plus. On va remonter 7 ans en arrière. Il y a 7 ans,
je crois, ou 8 max. Lucas Ether, un américain, est le premier humain à faire un temps en dessous de 5 secondes. Il fait 4.9, c'est une révolution. Ok, l'homme est passé en dessous des 5 secondes. Et ben maintenant, si on regarde le meilleur temps, tout le top 100 mondial est en dessous de 5 secondes. Et on a même 3 personnes qui ont fait une moyenne en dessous de 5 secondes. Yi Heng, qui est absolument phénoménal. Malheureusement, on sait qu'il y a des problématiques autres. Sa mère, très, très, très controversée hein, dans le milieu du speedcubing. Mais, ok, il a un niveau qui est quand même vraiment surhumain. Et derrière, égalité, deuxième mondial, Max et Timon. Donc, a priori, Yi Heng, grand favori. Max et Timon devraient finir 2 et 3. Et ensuite, vous voyez qu'ici, il y en a 3 qui sont, il y en a 4 qui sont un tout petit 5. Rui Hang, Luke Garrett, Mati et Léo Borromeo sont un petit 5. Et ensuite, ça monte à moyen 5, gros 5. Donc, a priori, on a un trio de tête, un quatuor juste derrière, et ensuite, d'autres cubeurs qui peuvent prétendre faire des choses incroyables s'ils font une bonne performance et s'il y a des ratés devant eux. C'est globalement le scénario. Un trio de tête avec Yi Heng, Max, Timon, un quatuor juste derrière, et ensuite d'autres qui peuvent prétendre à de très bonnes choses. Ok. Premier tour. Yi Heng. Hallucinant. Ok. 5-13. Incroyable. Mati, qui fait partie du quatuor juste derrière le trio de tête, bat son record personnel, fait 5.16. Finit deuxième. Donc c'est un petit peu la surprise, parce qu'il bat Max, il bat Timon, qui fait pas forcément la moyenne de sa vie. Rui Hang, très solide, 5.31. Bref, on a des temps juste hallucinants. Hein, vraiment, autant de moyenne à 5 dans une compétition, évidemment que ça n'était jamais arrivé. Et donc on a hâte de voir la suite. Deuxième tour, très surprenant, puisque la moyenne qui va gagner ce deuxième tour, c'est 5.38. Mais il y a une explication à ça. Je sais que la vidéo est déjà interminable, mais je vais quand même vous l'expliquer. Normalement, quand il y a 400 personnes qui se qualifient au deuxième tour, parce que là c'est le cas, les 400 meilleurs du premier se sont qualifiés, normalement qu'est-ce qui se passe? Si le 3x3 commence à 9h du matin et se termine à 11h du matin, partons du principe que ce soit ça. Je pense que c'était pas du tout ça, hein. Partons du principe que ce soit ça. On fait passer 100 compétiteurs en même temps. Donc, la première vague de compétiteurs qui passe, en l'occurrence là c'était 100, des vagues de 100, la première vague qui passe, c'est de 300 à 400. Ceux qui ont fini de la 400e place à la 300e place passent ensemble. Ensuite, il y aura ceux qui ont terminé entre la 200e et la 300e place, etc., jusqu'à arriver au meilleur. Ça, c'est le fonctionnement de toutes les compétitions dont j'ai entendu parler en France, et de tous les championnats majeurs. Championnat des États-Unis, championnat d'Europe, championnat d'Asie, championnat de Chine, championnat du monde. Toutes les compétitions ont toujours fonctionné comme ça. Donc, le deuxième tour est très tôt le matin. Les cubeurs arrivent et les meilleurs cubeurs du premier tour se disent on a le temps avant de passer. On a le temps, hein, parce qu'on passe en dernier. Vu qu'on est dans les meilleurs, on passe en dernier. Et c'est comme ça que moi-même, je réfléchis à chaque fois que je fais partie des meilleurs compétiteurs du premier tour d'une compétition. Et là, à la toute dernière seconde, quelques secondes avant, littéralement quelques secondes avant le début du tour, les organisateurs coréens font un appel au micro et disent que les meilleurs passent tout de suite. Donc il y en a énormément qui, littéralement, ne se sont pas échauffés. Rien. Pas une seconde d'échauffement. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Ok, s'ils veulent faire comme ça, très bien, hein, pourquoi pas innover. Mais prévenez les compétiteurs. Là, ils nous ont gâché un spectacle qui aurait pu être dingue. On a Alexandre Carlier, regardez un petit peu, Alexandre Carlier, qui pouvait prétendre à une place au moins en demi-finale facile,
Il était dépité. Je l'ai vu sur le stream, j'ai vu sa tête. D'apprendre ça, il était dépité. Regardez ses temps. Ceux qui connaissent un petit peu Alexandre Carlier savent que c'est pas du tout des temps qu'il fait. C'est juste pas possible qu'il fasse compter 2,9 dans une moyenne. À cause de ce truc-là, on a d'autres grosses surprises. Je pense que c'est en partie à cause de ce truc-là. Regardez un petit peu. Félix fait 7,9. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais il y a de très, très fortes chances que ça ait impacté beaucoup de choses. Félix a 7,9, qui n'est même pas qualifié en demi-finale, alors qu'il partait favori. Hein. Regardez, meilleure moyenne du monde, Félix est 9e encore. Hein. Quand je disais, il y en a derrière qui font moyen 5, gros 5, qui peuvent prétendre à des choses incroyables, Félix en fait partie, hein, évidemment. Il n'est même pas qualifié en demi-finale, comme au 4x4. Donc là, c'est tout. On va plus parler de Félix. Parce qu'on a fait le tour de toutes les disciplines, et il s'est raté partout. Donc, on peut littéralement dire que c'est une page qui se tourne, voilà, enfin, parce que on avait l'impression qu'il s'accrochait tellement qu'il allait toujours revenir, mais là, malheureusement, non, il reviendra plus. Il reviendra plus, on n'aura plus de record du monde de Félix. Et malheureusement, on n'aura plus de podium de championnat du monde de Félix, etc., etc. Honnêtement, là j'utilise un ton très affirmatif. S'il me fait mentir, je serai très content, je serai le plus content. Mais ça me semble impossible. Donc ok, il faut faire une croix sur Juliette, il faut faire une croix sur Alexandre, il faut faire une croix sur Félix, il faut faire une croix sur Mats Valk, qui a été recordman du monde il y a encore quelques années, qui est évidemment un des favoris pour passer au moins en demi-finale, si ce n'est en finale. Donc là, grosse surprise en demi-finale de 3x3. Très grosse surprise. Mais ok, on va quand même regarder un petit peu le haut du classement. Là, franchement, le haut du classement ne veut rien dire. Parce que les compétiteurs ont tellement été pris de court que ça veut rien dire. Voilà, on a Max qui se rate complètement, à 5,9 pour lui. On a Mati qui est solide, Yu Fangdu qui est solide. Ok, quand même, propre. Timon solide, Rui Hang solide, mais... Ok, on s'attend à mieux. Et effectivement, demi-finale. Ok, là par contre, il n'y a pas de mauvaise surprise, de mauvaise blague. Ok, les compétiteurs savent à quoi s'attendre. Il faut être dans les 16 meilleurs pour passer en finale. Pour faire la finale de leur vie, puisque la finale du championnat du monde 2023 est la plus grosse finale en termes de niveau qui n'ait évidemment jamais eu lieu. On a eu des surprises quand même, hein. Regardez, troisième tour. Grosse surprise ici avec... Bon, Asher, non, pas trop. Alexei Tsvetkov, très grosse surprise, qui bat le NR russe et qui réussit à se qualifier parce qu'il a battu son record personnel, le NR russe. Donc ici, c'est vraiment une grosse surprise. Dwayne Ramos, il va quasiment égaler son record, et c'est ça qui va lui permettre de se qualifier. Donc c'est une très grosse surprise aussi. Et pour moi, les deux plus grosses surprises, c'est pas ceux qui se sont qualifiés, c'est ceux qui ne se sont pas qualifiés. C'est Léo Borromeo, regardez un petit peu, qui est numéro 7 mondial, et Patrick Ponce, qui est numéro 9 mondial. Sachant que Félix a été sorti au tour encore précédent, on vient de le voir. Donc maintenant, on a atteint un niveau qui fait que même les favoris ne sont pas sûrs de se qualifier. Voilà. Jusqu'à maintenant, les favoris comme ça étaient toujours sûrs de se qualifier. La question, c'est qui prendrait la 14e, la 15e et la 16e place. Là, maintenant, même les favoris ne sont pas sûrs de se qualifier, tellement il y a du niveau. Donc, on a atteint un truc fou. Yiheng, voilà, qui sort 4,84. Donc, une des meilleures moyennes jamais réalisées dans l'histoire du speedcubing, tout compétiteur confondu, bien évidemment. Puisque, regardez, sa moyenne est carrément meilleure que le 4,86, qui est le record de Max et de Timon Kolaczynski. Voilà, évidemment, Yiheng est absolument monumental. Faudrait que je fasse des reconstructions de certaines de ces résolutions sur ma chaîne, ça sera intéressant. Et ici, on a Rui Hang, donc du coup, le dernier binôme à passer, ça sera Yiheng Rui Hang. Juste avant, on verra Timon Mati. Juste avant, on verra Yuze Wang contre Max Park. Et ok, à partir de la 7ème place, on se dit que c'est pas vraiment possible d'imaginer un podium. Éventuellement Luke Garrett, qui s'est vraiment raté,
qui peut podium. Ok, pourquoi pas. Parce que je vous rappelle que les compétiteurs passent 2 par 2, sachant que c'est les 2 moins bons de la demi qui se sont qualifiés qui passent. Ensuite, c'est les 2 suivants, etc. Donc pour moi, il y a Luc Garrett qui va être intéressant à suivre. Et ensuite, il faudra attendre un petit peu, tac, 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 pour voir à partir de Max. Donc à partir de la 6e et de la 5e place. Pour voir les prétendants au podium, hein, en finale, évidemment. Autre chose à noter, avant de conclure, c'est la présence de Philippe Weyer. Philippe n'était pas un des 16 favoris pour se qualifier en finale. Et pourtant, évidemment, vous le savez, hein, Philippe était champion du monde en titre. Philippe avait fait l'exploit en 2019 de battre les meilleurs, de battre Félix, de battre Max Park, etc., etc., de battre les tout meilleurs. Il avait fait cet exploit et il avait été champion du monde. Malheureusement, le niveau a tellement monté qu'il savait très bien, même avant de commencer la compétition, que c'était absolument impossible qu'il prétende à l'être de nouveau, à garder son titre. Lui, son objectif, c'était de se qualifier en finale, et il a réussi. Malheureusement, ce n'est pas le cas de son frère, Seb, qui ne s'est pas qualifié, mais Philippe a réussi. Donc ça, c'est une très belle perf. Ok, bon. En finale, il va falloir voir pour Luc, parce que Luc est un des favoris. Ensuite, il faudra attendre Max, etc., etc. Regardez un petit peu. Luc finit 5e, donc dès le début de la finale, on a vu de très très bons temps. En finale, on a vu effectivement ceux qui ne pouvaient pas trop prétendre à un podium. Dwayne Ramos, Sung Yuk Nam, Alexei Tvetkov, Philippe Weyer, Brennan Lin Asher, Kyle Bofang, Yu Ze Wang, Yu Fang Du. Et là, on arrive déjà à du 5. Il y en a qui battent leur record en finale, parmi cette très très jeune génération de Chinois, hein, qui ont une dizaine d'années, 10, 11 ans max, peut-être 12, je sais pas. Et à partir de là, c'est du 5. Mati à 5,90. Ok, une moyenne normale pour lui, même s'il pouvait espérer mieux. Rui Hang à 5,59. Ok, moyenne normale, même s'il pouvait espérer mieux. Et les 3 favoris sont là. Le top 3 est là. Yi Heng, Max, Timon. Je vous avais dit, hein, au moment de commencer le 3-3 dans ce débrief, je vous avais dit, il y a un top 3 qui est largement favori pour être sur le podium. Il y a 4 compétiteurs, un quatuor qui peut espérer les rejoindre. Et ensuite, il y a des outsiders qui peuvent espérer vraiment... bon, c'est compliqué, mais ils peuvent espérer. Et en finale, le top 3 est là. Sauf que le top 3 n'est pas dans le classement du top 3. N'est pas dans l'ordre du top 3. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, Max sort une masterclass. Regardez un petit peu. Yi Heng commence par 6,10. Et ensuite, il va faire 3 temps monstrueux. Or, je vous l'ai dit, hein, Yi Heng, comme il a fini premier de la demi-finale, il va passer en tout dernier. Donc, au moment où il passe, on connaît déjà les temps de Max Park. Donc, on sait déjà que Max a fait 5,31 de moyenne. Donc, on sait que globalement, c'est lui qui gagne. Sauf si, à la fin, on a soit Rui Hangzhou, soit Yi Heng qui fait mieux. Rui Hang, on va comprendre assez rapidement qu'il fera pas mieux. On va se poser la question de est-ce que ça suffira pour faire podium ? En l'occurrence, non. Sa performance à 5,59, qui est déjà monumentale, ne suffira pas pour faire podium. Mais, je vous le répète, quand Yi Heng passe, on connaît déjà la moyenne de Max. Yi Heng commence avec un 6,10. On se dit, oula, le meilleur cubeur de l'histoire du speed cubing commence avec un 6,10. Ok. On va voir ce qui se passe. Et là, il nous sort 3 masterclass. 3 résolutions, mais incroyables, d'une propreté, d'une efficacité. Franchement, c'est aberrant. Je pense que je vais les reconstruire sur ma chaîne. Voilà, ça peut être bien. Donc on se dit vraiment, là, après avoir fait 3 temps comme ça, il lui suffit tout simplement de faire 5. Peu importe ce qu'il y a derrière la virgule. Et c'est trop facile pour lui de faire 5. C'est-à-dire que vraiment, c'est facile. Et il va stresser, je sais pas, il va trembler, il va faire un gros lock-up. Il fait 6,47. Max est champion du monde pour 1 centième de seconde. Est-ce qu'on pouvait prétendre à un scénario aussi incroyable ? Je pense pas. Hein. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? Je pense pas.
Donc 6 ans après son titre de champion du monde à Paris en 2017, donc au championnat du monde 2017 à Paris, 6 ans après, il devient de nouveau champion du monde. Il avait perdu son titre en 2019 quand c'est Philippe Weyer qui a gagné. Et donc il redevient champion du monde. Un énorme bravo à lui, c'est incroyable. Donc on aura vu une compétition avec des 5 littéralement de partout. Alors qu'il y a encore quelques années, quand il y avait un 5, c'était l'événement. Je me souviens des championnats du monde 2015, la finale, la grande finale, le top 2 en finale, Félix Zemdegs, Mats Valk, le top 2 iconique qu'il y avait à toutes les compétitions où il était présent. Je me souviens que dans cette finale, Félix a réussi à faire un sub 6, un 5, et la salle a explosé, c'était l'événement de l'année, c'était incroyable, avoir sorti un 5 en finale. Aujourd'hui, on en voit partout, et on voit même des 4 partout. C'est-à-dire que 4, ça devient normal. On s'attend pour être vraiment, pour vraiment exploser, on s'attend à avoir du 3 maintenant, ou alors du tout petit 4. C'est fou, c'est aberrant. Le meilleur temps de la compétition, d'ailleurs, a été à tout petit 4. Je crois que c'était Rui Hangzhou qui l'a fait. On va regarder un petit peu ça pour en être sûr. Deuxième tour, son meilleur temps, c'était 4.8. Premier tour, il est où? Il est là, meilleur temps à 5.12. Et premier, voilà, c'est ça, 4.25. Le meilleur temps de la compétition, c'est 4.25. Bref, bravo à Max Park, qui devient champion du monde de 3x3. Et de 7x7, faut pas l'oublier. Et de 5x5, faut pas l'oublier. Pas de 4x4, effectivement. Et ni de 6x6, où il y a eu la plus grosse surprise de toute la compétition. Ok. Je retiendrai également, avant d'en finir avec cette vidéo interminable, qu'une page se tourne, évidemment, Félix, après quasiment 150 records du monde. J'ai quand même envie ici d'aller faire un tout petit tour sur sa page. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo au moment où il a perdu son dernier record du monde. Quand il perd son dernier record du monde, j'ai fait une vidéo pour dire qu'une page se tourne, effectivement. Regardez un petit peu le palmarès. Félix, si vous ne connaissez pas, je vous assure, si vous avez commencé le speedcubing en 2017-2018, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point Félix a été une inspiration pour tout le monde, a été la légende, l'icône du speedcubing à l'échelle internationale, mais aussi dans les médias, etc., etc. Humble, très sympa, voilà, bref, le champion qu'on veut tous dans nos disciplines. Voilà. Si j'avais fait autre chose que du Rubik's Cube, j'aurais voulu un champion comme ça, voilà, dans ma discipline. Félix a accumulé 721 médailles d'or, 121 records du monde au cours de sa carrière. Il a dominé évidemment le cube en Océanie. Quand c'était pas des records du monde qu'il faisait, c'était des records d'Océanie. Si on regarde les podiums de championnat, on se rend compte qu'au championnat du monde 2011, il a été champion du monde de 4 disciplines. Championnat du monde 2013, il a été champion du monde 3 fois. 2015, 5 titres de champion du monde, 3 titres de vice-champion du monde. L'apogée de sa carrière. Incroyable. 2017, 2 titres de champion du monde. 2019, un podium. Voilà. Félix ne s'est toujours pas éteint. Félix est toujours là. Et malheureusement, 2023, c'est une page qui se tourne, une page qui se ferme. La légende Félix s'éteint définitivement. Et maintenant, pour voir les meilleurs cubeurs mondiaux, il faut regarder d'autres personnes. Voilà. Je vous assure que c'est émouvant pour moi, pour tous les cubeurs qui ont commencé, comme je vous dis, en 2014, 2015 ou avant, même 2016, 2017, regardez, il était encore là. Mais il dominait pas autant qu'avant. Voilà. Il y a eu des duels inoubliables. En fait, Félix dominait le 3x3 avec Mats Valk. C'était vraiment le duel entre les deux. Félix dominait le 4x4 avec Sébastien Weyer. Il y a un gros duel entre les deux pour la première place mondiale et la deuxième. Et Félix dominait le 6 et le 7. Félix dominait le 5x5 tout seul. Vraiment, c'était tout seul, comme un grand. C'était monstrueux. Il gagnait tout. Il y avait des records du monde, juste monumental. Il rebattait ses records du monde à chaque compétition. Voilà. À Paris, en 2017, il a lâché un 37, alors qu'on ne pensait même pas que c'était possible de passer en dessous de 40. Et Félix dominait le 6x6 et le 7x7 avec Kevin Hayes, donc l'américain. Donc c'est pour vous dire qu'il avait un rival,
dans plein de disciplines, mais ce rival était bon que dans sa discipline. Parce que c'est impossible, ça semble surhumain d'être bon dans autant de disciplines. Bah lui, il a fait. Ok. Je vais m'arrêter là pour cette dernière parenthèse. On a eu des championnats du monde plein de rebondissements. Et la plus grande performance française de ces championnats du monde, la plus grande performance française de 2023, c'est le titre de vice-championne du monde de Juliette. Encore un immensissime bravo, Juliette, pour cette performance incroyable. On se demande jusqu'où elle va s'arrêter. Moi, je pense qu'elle nous a pas encore montré tout ce qu'elle est capable de faire. On se dit qu'il y a bien des limites un jour, mais moi, je pense qu'elles n'ont pas encore été atteintes. Donc, on va voir. Cette vidéo se termine. Voilà. Merci de l'avoir suivi. Je sais pas, à mon avis, personne n'a resté jusque-là. Je sais pas. Peut-être que vous avez mis ça en fond. N'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu si vous êtes resté jusque-là, si vous avez suivi, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez mis en vitesse x1,5 ou x2. Et non, n'hésitez pas à me commenter. Tout commentaire sera bon à prendre. Voilà, j'ai passé pas mal de temps sur cette vidéo. J'ai rien préparé, mais ok, c'était beaucoup d'impro. Et je voulais vous faire revivre un petit peu tout ça. Ok. Voilà. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.